Voici une problématique et pas des moindres, comment chiffrer ses travaux? Alors je sais qu'en tant qu'investisseur immobilier néophyte, c'est souvent une des grosses problématiques qui hante le cerveau de nos jeunes investisseurs, tout simplement parce que la zone de flou est hyper large. Les tarifs sont différents d'une entreprise à une autre, d'une prestation à une autre, rénovation légère, rénovation moyenne, rénovation lourde, à qui faire appel et pourquoi, et surtout combien ça va finir par me coûter pour énormément d'investisseurs. Si jamais je me rate sur le montant de mes travaux, il est fort possible que je me rate également sur ma rentabilité et que les surprises tombent, s'enchaînent, mais pas de la bonne des façons. Alors on va voir dans cette vidéo comment chiffrer efficacement ses travaux et bien sûr, comment ne pas se faire avoir par un mauvais calcul. Alors déjà, premièrement, si on remet dans l'ordre chronologique les travaux, comment ça se passe? Déjà, premièrement, quand tu as enfin trouvé ton secteur rentable, réalisé tes visites, et sélectionner ton bien. Le chiffrage des travaux, à quelle étape il doit se faire? Il doit se faire tout simplement le jour de la visite de ton bien. Tout simplement parce que quand tu vas réaliser la première visite, c'est à ce moment-là qu'il va falloir prendre l'intégralité des cotes, photos, vidéos, qu'il va falloir que tu regardes un maximum d'informations pour pouvoir aller le plus vite possible, bien sûr, dans ton chiffrage et donc dans ta négociation. Parce que tant que tu n'as pas chiffré le montant de tes travaux, il t'est impossible de pouvoir négocier le prix du bien. Alors pour plusieurs raisons, si jamais bien sûr tu ne l'as pas chiffré, de toute façon, tu ne sais pas de combien négocier, donc automatiquement, ça n'a pas de sens. Deuxième chose, si jamais tu viens être amené à faire une négociation sur le prix d'un bien, mais que tu n'as aucun élément factuel, concret à amener à l'agent immobilier, mais en tout cas surtout au vendeur, automatiquement, ta négociation fera un flop. Mais troisièmement, si jamais le jour de ta première visite, tu arrives la main dans les poches, sans de quoi prendre de notes, sans mettre et que tu ne fais rien à part regarder, il y a de grandes chances que tu ne sois pas du tout pris ou prise au sérieux. Et je vais te donner maintenant mes astuces pour que du début à la fin, tu sois pris au sérieux et surtout que tu t'équipes comme un professionnel pour pouvoir enchaîner les devis sans forcément te prendre la tête. Premièrement, quand tu arrives lors de ta visite, tu vas donc poser une série de questions, normalement auxquelles tu dois déjà avoir les réponses avant la visite, mais on va les reposer. L'année de construction du bien, le nombre de mètres carrés qui sont donc en loi Carrez, c'est-à-dire au-dessus des 1,80 m de hauteur, ça veut dire que tout ce qui est en dessous d'1,80 m ne rentre pas dans le calcul de la loi Carrez et donc ne peut pas être compté comme surface habitable. Et donc automatiquement, elle n'est pas vendable. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il y a combien de temps que les menuiseries ont été posées? Ici, c'est du PVC, du bois. Si tu connais rien, PVC, bois, aluminium. Tu vas demander tous les travaux qui ont été réalisés dans les moins de 10 ans, donc qui sont encore soumis normalement à assurance décennale ou s'il n'y a pas une assurance décennale, à la responsabilité du propriétaire. Tout ça, il faut que tu connaisses la nature de ces travaux, depuis combien de temps, etc. Je vais bien sûr poser la question, savoir s'il y a des plans. S'il y a déjà des plans de l'existant, pas la peine de se casser la tête. Cependant, ça mérite toujours quand même vérification. Mais globalement, s'il y a des plans qui sont actés avec la maison, le bien, ou il y a eu un géomètre qui est passé ou quoi que ce soit, bon, pas de souci, tu vas pouvoir faire ton chiffrage là-dessus. Globalement, la grosse problématique auquel sortent tous les nouveaux investisseurs, c'est que pour faire venir des artisans sur le chantier, c'est compliqué. On va pas se mentir, les artisans, ils ont des chantiers par-dessus la tête. Se déplacer pour aller faire un chiffrage pour un chantier qui potentiellement ne donnera jamais rien. À la force, c'est fatigant. Il faut qu'ils trouvent du temps pour se déplacer. Il faut qu'ils prennent des codes, qu'ils établissent le devis. Et le temps que tout ça s'enchaîne, c'est vite fait que tu as fait ta visite au début du mois et que tu as le chiffrage un mois, voire un mois et demi après. À ce moment-là, il y en a d'autres plus réactifs qui ont réussi à faire un chiffrage plus rapide et automatiquement se positionner et que ce bien qui te plaisait tant te passe sous le nez. Une fois que tu as posé ces quelques questions, tu vas tout simplement observer. Comme avec le temps tout s'oublie, quand tu arrives, tu prends ton téléphone, photo de la façade. Quand tu vas aller faire la visite du bien, chaque pièce dans laquelle tu vas rentrer, photo. Photo, photo, photo. Photo des évacuations, photo des huisseries, photo des plafonds, photo des sols, photo de l'installation électrique, photo de la salle de bain, photo de la cuisine, etc., etc. Mais pas que. Quand tu vas aller dans les combles, tu vas prendre également des photos. D'ailleurs, avant ta visite, arme-toi toujours d'un mètre à ruban, d'un mètre laser, une lampe, et également, bien sûr, ton téléphone pour pouvoir faire tes vidéos, tes photos, etc. De plus, tu prendras un cahier et un stylo pour pouvoir prendre tes notes. La chose la plus simple que tu as à faire, une fois que tu as pris des photos de tout, y compris du plafond de la cave, des coins, pour voir s'il n'y a pas des remontées capillaires, si tu vois quelque chose qui te semble suspect, des petites traces blanches comme du salpêtre, ou alors potentiellement des champignons, comme de la mérule ou des choses comme ça. Si tu n'as pas l'expertise, c'est pas grave, mais avec les photos, tu pourras les montrer à quelqu'un qui a l'expertise. Donc des photos, plein. Si jamais tu peux aller visiter les combles, alléluia, tu ouvres, d'accord? Alors si tu peux marcher, c'est bien, tu prends des photos en dessous des tuiles, tu prends des photos de l'isolation en place, tu prends des photos de la charpente. Si jamais tu vois des points suspicieux comme des petits trous, de la petite sueur de bois sur le côté des planches ou par terre, attention peut-être termite, tu prends des photos. C'est la base parce que demain, tu veux faire un devis à distance sans que l'artisan ait besoin de se déplacer, c'est plus facile. Une fois que tu as vraiment toutes ces infos, tu reprends ton téléphone, tu le mets cette fois-ci en mode vidéo et tu vas donc filmer tout de A à Z
Z et tu vas expliquer ce que tu vois. Donc tu vas être devant le bien et tu vas dire voilà, là je suis devant la façade, donc il y a 1, 2, 3, 4 menuiseries. En haut, on voit donc les gouttières. Ici, je vois une légère fissure. Je sais pas si c'est grave ou pas grave. Mais vraiment, tu le dis comme si en fait tu voulais refaire visiter à quelqu'un à distance. Et cet élément est essentiel et primordial pour la suite. Tu vas donc faire tout ce qui te semble suspicieux, tu l'énonces avec tes mots. Là, je vois quelque chose de bizarre, il y a des remontées, on dirait des taches. T'y connais rien, c'est pas grave. Dis tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu vois. Le plancher qui est fissuré, potentiellement une différence de niveau, tout. Ensuite, alors là c'est très simple, ce que tu vas faire, tu vas prendre donc ton papier, ton stylo et tu vas dessiner un croquis à main levée. Donc quand je dis un croquis à main levée, c'est que t'as pas besoin que ton croquis soit aux cotes, mais la forme, elle, a besoin de l'être. Une fois que tu as tout dessiné, tu prends ton mètre laser et tu mets toutes les cotes. D'accord? On s'en fout que ça soit à l'échelle ou pas, on s'en fout. C'est juste pour la forme. Donc là tu vas mettre longueur, largeur, longueur, largeur, longueur, largeur. Ensuite, une fois que tu as tous les murs, tu prends également de bas en haut la hauteur des plafonds. C'est essentiel parce que, plein de raisons, mais si jamais les plafonds sont très bas et que tu veux refaire une isolation qui nécessite par exemple de redescendre encore les plafonds, c'est une problématique technique qui font que peut-être ça sera pas extrêmement rentable. Il faudrait peut-être casser le plafond, casser le plancher pour le rehausser. Ça fait des gros frais, donc c'est important de le noter. Ensuite, sur ton croquis, de l'autre côté, en face de toi, tu as 2 huisseries. Donc une huisserie, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Tu prends la cote de là à la menuiserie, de l'extérieur de la menuiserie à l'extérieur de la menuiserie, puis de la menuiserie au mur. Et tu notes tout ça. Dernière cote essentielle, la hauteur des alaises. C'est-à-dire tu prends du bas de ta fenêtre jusqu'en bas. Et cette alaise va permettre demain sur des plans potentiellement de positionner des meubles, etc. Si tu as une menuiserie qui descend jusqu'à 30 cm, tu vas pas mettre un canapé devant, tu vois. Donc si jamais tu as une hauteur assez intéressante, il y a des choses que l'architecte d'intérieur pourra faire, suivant la hauteur, ne pourra pas faire. Donc c'est important. Bien sûr, n'oublie pas la hauteur des menuiseries. Donc la menuiserie commence à 90 du sol et elle monte jusqu'à 10 cm, allez 5 cm du plafond. Si tu dois faire une isolation, il va falloir prévoir un décroché, c'est-à-dire que tu ne pourras pas descendre tes plafonds, sinon tu peux plus ouvrir les fenêtres. Donc ça veut dire que le plaquiste, il devra faire une encoche pour que la menuiserie puisse s'ouvrir. Donc ça faudra prévoir en fait une encoche ou l'isolation à cet endroit-là au moment de l'ouverture de la fenêtre. Ici, il n'y en aura pas. Mais par contre, on aurait isolé tout le reste. Donc ça, c'est des éléments essentiels pour pouvoir justement chiffrer tes travaux. Une fois que tu as globalement fait tout ça, tu vas repérer les murs porteurs. En gros, tous les murs qui sont déplaçables et les murs qui ne sont pas déplaçables, sauf si on fait venir un maçon et qu'on fait poser une IPN. Quand on a ce qu'on appelle un mur porteur, c'est un mur qui sert justement à porter la structure de la maison. Potentiellement qui raccorde deux planchers ou potentiellement qui vient porter directement la hauteur de tout le bâtiment, c'est-à-dire que tu as un mur porteur à l'extérieur, un à l'intérieur et un au milieu. Ça permet de répartir le poids. Si ce mur tu le tombes, peut-être que la maison s'effondre. Si tu fais venir un maçon qui lui fait une étude, avec un bureau d'études, ça dépend s'il y a besoin ou pas besoin, la structure du mur va porter sur une IPN que tu auras posée qui elle va se supporter sur chaque bout du mur. Mais en gros, dans l'idée, à partir du moment où tu touches à un mur porteur, déjà il peut y avoir une problématique de structure, mais surtout il va y avoir des frais supplémentaires. Donc nous, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est de les repérer. Si je vois que j'ai que des murs porteurs, bon mais déjà je sais que je vais avoir des frais supplémentaires. Si je vois que les murs porteurs sont tous à l'extérieur et qu'à l'intérieur je tape, tous les murs ça sonne creux, on voit que ça bouge un petit peu ou alors que ça sonne creux, dans ce cas là c'est que c'est des cloisons amovibles et je peux tout péter. C'est-à-dire que ça va pas me coûter grand chose, un coup de masse et ça tombe et je peux redessiner les pièces comme je l'entends pour les optimiser, faire un T2 en T3, faire un studio en T1 bis, tout ça c'est faisable à partir du moment où il n'y a pas de mur porteur. Je ne dis pas que c'est pas faisable s'il y a un mur porteur, je dis juste que ça coûte des frais supplémentaires. Une IPN c'est vite entre 1500, 3500 euros si tu veux la porter. Après s'il y a un bureau d'études, etc. c'est des frais supplémentaires, alors qu'un coup de masse ça coûte rien. Donc ça c'est important. Donc tous les murs porteurs et les cloisons amovibles. Ensuite, les évacuations. Si tu vois que dans ta pièce en bas, tu as une seule évacuation, elle est là-bas au fond. Toi tu veux faire une salle de bain à l'entrée à gauche, mais la seule évacuation qu'il y a, elle est là-bas au fond à droite. Comment je fais pour raccorder les deux? Donc soit effectivement j'ai une cave et je peux raccorder les deux, alléluia. Soit effectivement j'ai pas de cave et dans ce cas-là je peux faire une saignée dans le sol à la meuleuse, enlever tout le béton pour pouvoir passer mes tuyaux, mais encore une fois ce sont des frais supplémentaires. Ce n'est pas dit que ça soit réalisable sans pour autant coûter énormément d'argent et il y a plein de problématiques de contraintes. Donc ça c'est hyper important de repérer parce qu'en fait dans l'idée dans une rénovation pour que ça coûte le moins cher possible, il faut savoir tout simplement s'adapter à l'existant, c'est-à-dire optimiser l'existant. Le mieux c'est ça quand on fait de la réno. Dès qu'on commence à toucher des murs porteurs, des évacuations, etc., créer des menuiseries supplémentaires, ça coûte des frais. T'as compris le jeu, le jeu c'est de rénover à moindre coût pour être sûr d'être le plus rentable possible. Les évacuations font partie de cette règle. Après tu pourrais très bien aussi arriver, c'est pour ça que c'est important de poser la question, demander si tu es raccordé au total égout. Parce que
que si c'est un puits, une fosse ou un truc comme ça, et que finalement la nouvelle norme t'oblige à aller te raccorder devant, mais que la pente en fait te pose une problématique, c'est-à-dire que c'est une pente inversée, les hauteurs sont pas bonnes, donc ça veut dire peut-être une pompe de relevage ou des choses comme ça, il peut y avoir des problématiques supplémentaires, ou alors des frais supplémentaires qui sont non négligeables. Donc pose bien la question si tu es raccordé au total égout, ou si tu es jeté dans la nature, ou dans une fosse septique, ou etc. Donc ça, c'est des éléments essentiels. Ensuite, repérer les points électriques, donc pas les prises, tout ça, parce qu'on s'en fout un petit peu, hein. Généralement, tu as tout à refaire. Moi, c'est l'arrivée principale électrique qui nous intéresse. L'électricité, la plomberie, en soi, c'est pas problématique, parce que une fois que tu as repéré l'arrivée, que ce soit l'arrivée électrique ou l'arrivée d'eau, ben après de là, tu repars en cloison, c'est-à-dire que ce sont tes tuyaux que tu vas tirer, que tu vas passer dans les cloisons quand tu vas les remonter, ou alors que tu vas faire passer en plafond. La plomberie, il faudra redescendre dans chaque point d'eau. L'électricité, par contre, elle va passer dans toutes les cloisons, etc. Même si tu passes l'araignée, c'est-à-dire les répartiteurs, un système électrique ou un système de plomberie, en gros, tu peux acheter ce qu'on appelle des araignées, et en gros, tu vas avoir des répartiteurs directement dans les combles, et de ces répartiteurs, tu vas avoir tout simplement le réseau qui va se créer avec tous les tuyaux et les gaines électriques que tu n'as plus qu'à faire descendre aux endroits que tu veux dans la maison. On va dire que c'est dans le chantier le plus facile. Tu as des combles, tu peux marcher dessus, elles sont pas aménageables, alléluia. Par contre, si tu as des combles et que ces combles, tu veux les exploiter, dans ce cas-là, tu seras obligé de passer l'intégralité de ton électricité et de ta plomberie dans les murs, donc soit dans le doublage, soit en faisant des saignées, percer les plafonds et donc le plancher pour faire remonter l'électricité en haut, potentiellement recréer des arrivées électriques, etc., etc. Ensuite, si jamais tu veux faire un immeuble de rapport ou des choses comme ça, il peut y avoir d'autres contraintes, c'est-à-dire si tu te renseignes en amont sur la ville, de plus en plus de villes, par exemple, interdisent les poubelles devant la maison. Automatiquement, ces poubelles-là, il va falloir que tu les stockes chez toi, donc tu as un espace prévu à cet effet. Donc pareil, si tu n'as pas prévu cet espace, bah, tu peux être emmerdé, ça dépend des villes, d'accord? Mais c'est un petit détail qui vaut quand même son pesant d'or. Là-dessus, comme ce sont des frais supplémentaires, il est important quand même de pouvoir avoir des informations au préalable sur la ville sur laquelle tu te projettes, c'est-à-dire avant même d'aller faire tes visites, il peut être intéressant d'aller visiter l'urbanisme et leur demander les contraintes, c'est-à-dire dans votre ville, si je veux créer un logement, 2 logements, 3 logements, quelles sont les contraintes? Est-ce que il y a des contraintes de place de parking? Est-ce qu'il y a des contraintes techniques? Est-ce que comment vous gérez le système de poubelle? Tout ça, c'est important, c'est des informations qu'il vaut mieux avoir avant ta visite. Ensuite, sur l'ensemble de ton chantier, tu vas avoir un appartement, 2 appartements, 3 appartements, etc., etc. Là aussi, tu peux avoir des critères techniques, c'est-à-dire ce qu'on appelle une colonne montante obligatoire, c'est-à-dire que quand tu as plusieurs compteurs, plusieurs appartements, il va y avoir en fait une partie que tu dois normalement céder, en gros globalement, céder à Enedis, et Enedis en fait va privatiser, en fait tu vas être en copropriété quelque part avec eux, dans cet endroit-là qui vont faire passer l'intégralité de leur colonne montante ou de tout le système électrique. Ça aussi, ce sont des frais supplémentaires, alors attention, encore une fois, bien le calculer. Dans les frais supplémentaires, bien sûr, il y a la toiture. La toiture, c'est pareil, suivant l'état de ta charpente, l'état des tuiles, l'état de l'isolation, ça peut chiffrer très très vite. Donc ça, c'est pareil, c'est pour ça que c'est important, quand tu vas arriver dans tes combles, de bien prendre longueur, largeur, tu prends la hauteur au pignon, c'est-à-dire en fait ta toiture, elle fait comme ça, prends la hauteur au pignon, et tu prends la hauteur au plus bas. Ça te permettra par un calcul mathématique de connaître la pente et automatiquement d'avoir la surface totale, ok? Si jamais t'es pas très fort en calcul mathématique, ben dans ce cas-là, tu repars de ta partie basse, d'accord? Donc là où la toiture descend, d'ici, tu vas avec ton mètre laser jusqu'au pignon de l'intérieur, tu auras la largeur de la toiture et tu reprends dans l'autre sens, tu auras la longueur, tu multiplies l'un par l'autre et tu auras les mètres carrés. Très simple, ok? Petit tips, si jamais tu as un drone et que tu sais t'en servir, n'hésite pas, si tu ne peux pas aller visiter la toiture, à prendre un drone, même le lendemain de ta visite, et à aller faire des clichés directement avec le drone. Un drone, ça vaut pas très cher maintenant, je crois que c'est dans les 400 balles, je crois, un truc comme ça. Tu vas faire tes petits clichés, etc. C'est important, ça te permettra encore une fois d'y voir plus clair sur ce qu'on te vend et de pouvoir avoir un dossier complet. Donc c'est important d'avoir toutes ces informations. Globalement, tu as pris des photos des évacuations, du système électrique, de la plomberie, de toutes les pièces, de la toiture, des caves, de tout ce que tu as pu avoir en façade et également des accès. Prends des photos de la route, devant, derrière. N'hésite pas, parce que, encore une fois, lors de chiffrage, si jamais tu veux refaire la façade, si jamais tu veux refaire la toiture, il y a des échafaudages à poser, il y a peut-être des contraintes supplémentaires, et pour éviter que l'artisan te dise « Ah ben je sais pas, j'ai pas vu le chantier, etc. » Prends des photos. Alors pourquoi je te fais faire tout ça? C'est que, logiquement, normalement, pour pouvoir mener à bien ton chantier, quand tu vas faire ta première visite, alors oui, ça prend un petit peu de temps, mais écoute bien, tu vas en gagner beaucoup après. Tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un état.
toute cette vidéo que je t'ai donnée est l'équivalent d'une vidéo de formation ultra qualitative qui va te permettre de pouvoir justement obtenir les informations comme un chef, éviter de te faire flouer par les artisans ou même de passer à côté de grosses erreurs qui peuvent te coûter extrêmement cher et automatiquement te garantir un investissement rentable.